Aujourd'hui, on s'attaque à un grand morceau de la philosophie. Je veux parler de Wittgenstein et de sa pensée du langage qui relève d'une complexité accrue et que je vais tenter de vous partager de manière claire et concise. Et c'est pas un travail facile, je vous l'assure, étant donné que le travail de Wittgenstein était justement de nous montrer les limites de notre langage, des mots que nous utilisons. D'ailleurs, le simple fait de vouloir vulgariser sa pensée serait probablement selon lui déjà une manière de rendre désuète sa thèse. Car si j'utilise des mots pour expliquer sa pensée, alors je la déformerai, au titre que j'utilise le langage pour vous l'expliquer, mais que le langage lui-même est problématique en tant qu'il est limité. D'abord, il est important de savoir que Ludwig Wittgenstein n'a pas de formation philosophique à proprement parler. Il est d'abord un mathématicien et un ingénieur qui, par la discipline qu'on appelle la logique, s'est intéressé à la philosophie. Et c'est Bertrand Russell, étant lui aussi un grand philosophe du XXe siècle, qui va prendre sous son aile Wittgenstein, car il entrevoit le potentiel énorme de cet intellectuel. Le premier ouvrage de Wittgenstein est sorti en 1921 et est écrit tout naturellement dans les tranchées. Le gars faisait la guerre et entre deux tentatives de traversée du No Man's Land, il tentait de réformer la philosophie. Pourquoi pas? Cet ouvrage s'appelle le Tractatus Logico-Philosophicus, rien que ça, et développe cette idée selon laquelle le monde est constitué de faits et d'objets. Si je vous dis qu'un ballon est rouge par exemple, eh bien je vous donne une image de la réalité. D'accord. Mais pouvez-vous m'expliquer, avec des mots, ce qu'est le rouge? Et là, vous ne pourrez que me montrer ce qu'est le rouge, mais vous ne pourrez pas me l'expliquer. Vous allez prendre plusieurs objets rouges et me dire que c'est cela. Et cette couleur n'a donc de sens qu'à l'intérieur d'un fait, plaqué sur quelque chose. Le concept de objet, c'est ce qui est indivisible. C'est ce que je ne peux pas définir autrement qu'en le montrant du doigt. Le fait que le ballon soit rouge, c'est une connexion de deux éléments que sont le rouge et le ballon. Tandis qu'un fait, c'est l'agencement de plusieurs objets ensemble qui forment un état du monde. On peut alors parler des faits, parce qu'il s'agit simplement d'une relation logique entre des éléments, l'objet ballon est recouvert de l'objet rouge. Mais pas des objets en eux-mêmes, qui sont les principes premiers qui servent à formuler des faits, mais rien d'autre. C'est par les relations entre les objets que j'observe le monde. Je peux dire que le ballon est rouge, mais je ne peux pas dire ce qu'est le ballon et ce qu'est le rouge. Et par dire, j'entends expliquer. La limite du langage, et plus loin que ça encore, la limite de la philosophie, c'est la correspondance entre le réel et ce qu'on en dit. Car les philosophes ont l'habitude de nous parler de choses abstraites, la morale, Dieu, la liberté, etc. Or, on ne peut pas dépasser la capacité du langage lui-même. Ce dont vous faites l'expérience est bien plus vaste que ce que vous pouvez en dire. On ne peut donc pas formuler avec précision les grands problèmes philosophiques. Il faut les vivre et c'est toute la difficulté. Comprenons bien que, pour Wittgenstein, le langage a une place primordiale, puisqu'il est littéralement au centre de toute la philosophie. C'est par le langage qu'on explique, qu'on définit et qu'on conceptualise. Et c'est ici qu'intervient la distinction chez Wittgenstein de ce que l'on peut dire et de ce que l'on peut montrer. Ce que je peux dire, c'est quoi? Dire implique l'utilisation de propositions du langage pour exprimer des faits, des situations ou des vérités sur le monde. Par exemple, je peux dire « le ballon est rouge », car cela décrit un fait que l'on peut vérifier. Le langage a la capacité de dire ou exprimer les faits en respectant une structure logique. Et ensuite, ce que je peux montrer. Ce que je peux montrer, ça correspond à ce qui est implicite dans le langage, ou ce qui est révélé par la structure même des propositions, mais qui ne peut pas être directement formulé. Par exemple, les règles logiques qui permettent de construire des phrases cohérentes ne peuvent pas être dites dans le langage. Elles se montrent à travers la façon dont nous utilisons le langage, mais on ne peut pas le montrer. De même, les relations d'agencement entre objets et la logique sous-jacente du monde se montrent dans les faits, mais ne peuvent pas être formulées par des mots. Et pour Wittgenstein, le monde est l'ensemble des faits. Mais il faut distinguer les propositions qu'on pourra dire sensées ou alors insensées. Si je dis que vous êtes en train de manger, cette proposition est sensée, car elle énonce un fait possible. Au même titre que si je vous dis « vous n'êtes pas en train de manger », il s'agit également d'une proposition sensée, puisque cela est également possible. En revanche, si je dis que les gargouilles s'enfuiront demain de toutes les églises de France, bon, cette proposition n'est ni vraie ni fausse puisqu'elle n'est pas sensée, tout simplement parce qu'elle est impossible. Alors, en somme, elle est syntaxiquement juste, mais la phrase n'a pas de place dans la représentation logique du monde, car elle ne peut se rattacher à aucune réalité vérifiable. Et étant donné que le but du langage c'est de comprendre le monde et de le communiquer, il doit servir exclusivement à parler du possible et non de l'impossible. Alors, lorsque je dis que telle chose est bonne ou mauvaise, que Stanley Kubrick c'est magnifique tandis que Tarantino c'est pourri, je ne fais qu'énoncer des jugements de valeur. Le bon
ou le mauvais, ce sont des choses qui n'ont pas de véritable contact avec le monde. Elles franchissent les limites du langage énoncé par Wittgenstein. Ce qui nous intéresse, ce sont les faits. Les films de Tarantino et Kubrick sont des faits, mais pas les jugements qu'on porte sur ces derniers. Pour être sensé, le langage doit correspondre à la forme du monde. Et ce que nous faisons lorsque nous parlons d'objets plutôt que de faits, c'est de croire que le langage peut faire mieux que rendre simplement compte du réel de l'expérience. Et selon Wittgenstein, ce n'est pas possible. Un autre problème qui se pose, c'est que le langage ne reflète pas la structure du monde, puisqu'il est soumis à ce qu'il appelle des jeux de langage. Ce qui signifie que le sens d'un mot n'est pas stable, mais qu'il dépend de l'usage qu'on en fait. Prenons l'exemple du mot « jeu » lui-même, J-E-U, qui peut être utilisé dans le contexte d'un jeu d'enfant, qui désigne un divertissement, mais également dans le contexte sportif, qui cette fois-ci désigne une compétition. On pourrait aussi en faire l'usage dans le bricolage, lorsqu'on dit qu'il y a du jeu entre deux pièces, ce qui signifie que ces deux dernières ne sont pas fermement maintenues. Ou encore parler de jeu au théâtre, au cinéma, ou de jeu de pouvoir en politique par exemple. Et pour cause, le langage est ancré dans une pratique sociale définie. Et dans un autre contexte, le mot ne signifiera alors pas la même idée. Retenez donc que le monde est constitué d'objets, ce qui n'a pas de sens de manière isolée. Le rouge est un objet par exemple, ou le mâle. Mais il est également composé de faits, la combinaison entre les objets qui, une fois combinés, peuvent constituer l'état des choses. Ça, c'est la manière dont est constitué le monde. Et la manière dont on peut l'exprimer par le langage peut passer par ce que je peux dire, le ballon est rouge, cette information est vérifiable, elle nous donne une information sur le monde, et ce que je peux montrer, et que par conséquent, je ne peux pas dire, c'est-à-dire les règles de la langue et les concepts qui sont en jeu et qui montrent implicitement notre compréhension du concept de couleur, de ce qu'est un objet, et des règles qui lient les mots pour former une phrase descriptive en français. Bon. Voilà ma tentative de vous expliquer avec des mots qui, je l'espère, ont pu résonner en vous de manière consistante, la philosophie wittgensteinienne. Il est indubitable qu'elle nous interroge sur le lien entre ce que nous pensons et la manière dont nous le pensons, avec un système peut-être parfois incomplet pour décrire effectivement les choses que nous vivons, le langage dans toute sa complexité, son instabilité et ses défauts, mais également sa poésie.